Dans l'extrait qui va suivre, retrouvez l'intervention de Guillaume Sacriste, maître de conférences en sciences politiques à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, invité à la table ronde Conservatisme en action, dans le cadre de réflexion de l'axe 1, le Parlement européen et la droite radicale, stratégie de vote européenne et nationale. Alors, d'abord, je voudrais bien sûr remercier toute l'organisation de cette soirée, particulièrement Magdalena de m'inviter à cette inauguration et longue vie à l'Observatoire. Et moi, donc, je vais être sans doute un peu décalé par rapport à ce qu'on a fait jusque-là, puisque je voudrais essentiellement présenter mon petit livre et faire un peu de publicité, qui s'appelle Le Parlement européen contre la démocratie, qui a été publié aux presses de Sciences Po en 2024, que j'ai essayé de terminer avant les élections. Résultat, bon, la dissolution a fait que je n'ai pas pu faire complètement la publicité que je voulais faire sur cet ouvrage, donc je me permets de me rattraper un peu maintenant. Je précise parce que c'est sans doute une chose que j'ai du mal complètement à assumer, mais qu'il est très largement normatif, cet ouvrage, et qu'il avait pour but, en clair, pour le dire rapidement, de présenter une utopie réelle, un projet concret qui cherche à ouvrir des voies par rapport à l'état actuel de la situation de l'Union européenne et du Parlement européen, qu'on a exploré en partie avec Jérôme et Sébastien. De ce point de vue, qui cherche à répondre aussi à certains peut-être tendances anxiogènes, au moins pour moi, vis-à-vis de l'évolution de l'Union européenne, parce que en fait, je pense qu'on pourrait être encore un peu plus sceptique sur les évolutions, ce qu'on a fait pour le moment. Ce projet, donc, c'est une assemblée parlementaire composée de parlementaires nationaux et qui viendrait compléter l'architecture institutionnelle de l'Union actuelle en prenant place à côté du Parlement européen et qui aurait essentiellement une compétence en matière fiscale au niveau européen. Alors pourquoi créer une telle assemblée transnationale ? D'abord, on peut peut-être partir du fait que pour expliquer la montée en puissance des partis nativistes, nationalistes ou d'extrême droite en Europe et au sein de l'Union européenne et du Parlement européen, la plupart des analystes mettent en avant des fractures liées à des questions socio-économiques, comme l'augmentation des inégalités, comme la hausse de la pauvreté, la baisse du pouvoir d'achat, le déclin des services publics, ou des mécanismes qui sont directement liés à l'État-providence, comme les retraites ou l'assurance chômage. Et la plupart de ces fractures sont apparues historiquement quand les sociodémocrates et les démocrates chrétiens étaient au pouvoir entre les années 80 et le début des années 2000, alors qu'ils soutenaient très clairement des politiques austéritaires. Et il y a là sans doute une des raisons importantes qui permet d'expliquer que les partis populistes soient aujourd'hui si puissants en Europe, puisque contrairement aux partis de gouvernement pro-européens, les partis nativistes de droite n'ont pas à répondre des erreurs passées qu'ils n'ont pas commises, tout particulièrement auprès des classes moyennes et populaires. Et une partie des citoyens européens qui ont été fragilisés, se sentent ou sont fragilisés par ces politiques, se tournent maintenant très clairement vers ces partis nativistes ou choisir de s'abstenir de voter et s'éloignant des partis de gouvernement. Donc partant de là, on peut se mettre d'accord pour dire que la crise actuelle et le décrochage annoncé de l'Union européenne par rapport à la Chine et les États-Unis sont susceptibles d'accroître ces différents facteurs qui sont donc le carburant des partis d'extrême droite partout en Europe. De sorte qu'il me semble, à la suite de beaucoup, que lutter contre ces partis nationalistes nécessite de se figurer une vision de ce que pourrait être une bonne société, attractive, alternative à celle proposée par ces partis nativistes autour du repli sur soi étatique. Et cette vision de la bonne société, elle nécessite sans doute d'être en situation de réinvestir massivement dans l'Union européenne, réinvestir dans le public avec un ensemble d'infrastructures permettant de renouer, par exemple, dans l'innovation intellectuelle, dans la protection de l'environnement, dans l'éducation, ou encore dans certaines formes d'industrialisation, y compris
en matière de défense. Et bon an, mal an, vous le savez, c'est à peu près le constat réalisé par Mario Draghi dans son rapport de l'année dernière, chiffrant à 800 milliards par an les investissements nécessaires pour éviter le décrochage européen. On sait que l'Union européenne a adopté très tôt, et historiquement, des politiques néolibérales et qui étaient soutenues, je le disais, par les partis sociodémocrates et démocrates chrétiens. J'ai appelé ça la trappe européenne de la social-démocratie, qui a, en soutenant l'ensemble de ces orientations de la construction européenne, renoncé à, disons, des politiques monétaires expansionnistes qui permettaient l'investissement public, des politiques de relance, des politiques sociales ambitieuses au profit des classes moyennes et populaires, ce qui était susceptible de les arrimer plus fortement au projet européen. Moins documenté, mais connexe à cette première question, c'est la question du budget de l'Union, qui a été progressivement mise sous l'éteignoir, y compris par les militants européens. Et de ce point de vue, il est frappant de voir encore aujourd'hui qu'il faut revenir au fameux rapport McDougall de 1978 qui avait été demandé par la Commission européenne pour trouver des hypothèses sérieuses sur l'approfondissement de la politique budgétaire de l'Union européenne. Et pour rappel, ce rapport, il estimait que le budget d'une Europe fédérale comprenant une défense commune, il devait s'élever à entre 7,5% du PIB et 10% du PIB des États membres. Et on sait qu'aujourd'hui, le budget de l'Union européenne, comme il l'est du reste depuis les années 70, il reste à 1% du PIB des États. Ensuite, sur cette question budgétaire, il y a le rapport Delors de 1987 qui a donné la marche à suivre, le fameux rapport Delors, qui a donné la marche à suivre pour mettre en place une monnaie unique européenne, et qui avait pointé qu'une telle monnaie unique devait comporter une capacité budgétaire centrale suffisamment importante pour stabiliser une zone monétaire intégrée sous peine de déséquilibre. Et pourtant, donc, malgré ces mises en garde, on n'a jamais augmenté le budget européen, qui donc stagne autour de ces 1% depuis les années 70. À Maastricht même, qui est pourtant bien sûr le décisif sur ce volet, cette question budgétaire n'a jamais été mise au cœur des négociations, notamment parce qu'on se souvient, ce traité a été modifié ou percuté par la réunification de l'Allemagne payant le coût de la réunification et n'étant pas prête donc à augmenter sa participation à la construction de l'Union européenne. De sorte que la question budgétaire, elle est bien restée en jachère depuis les années 80, et par la suite, on voit bien comment la politique austéritaire qui s'impose en Europe, soutenue et renforcée par le pacte de stabilité, va devenir une condition sine qua non de l'union économique et monétaire, condamnant de fait l'accroissement d'un budget européen abondé essentiellement par les budgets des États, eux-mêmes fortement contraints, y compris par le pacte de stabilité. Du coup, on a une sorte de cercle récessif, vicieux, à la fois en Europe et au niveau européen, imposant une limitation très stricte au budget européen. Cette limitation a donc fait de l'Union un nain budgétaire, y compris à l'échelon d'un État fédéral. Le rapport McDougall, il disait aussi au passage, on estimait qu'un État fédéral devait avoir un budget d'environ 20% du PIB. Donc on en est quand même très loin. De sorte que l'Union européenne a progressivement abandonné toute ambition de créer des biens communs européens ou des bribes d'État-providence capables de renforcer l'adhésion des citoyens européens, tout particulièrement des plus fragilisés. Et de ce point de vue, on sait, les référendums français et néerlandais de 2005 ont définitivement entériné le désalignement des classes moyennes et populaires vis-à-vis du projet européen. Et il y a donc là, me semble-t-il, un verrou budgétaire à toute politique européenne ambitieuse, à toute recherche d'une bonne société européenne attractive. Dans mon livre, j'essaie de montrer aussi que depuis les années 60, les fédéralistes européens, issus des partis de centre-gauche et de centre-droite, ont joué un rôle très contre-productif dans cette dynamique, parce qu'ils ont fait du Parlement européen une institution qui devait à elle seule jouer au sein de l'Europe
le rôle que les parlements nationaux devaient jouer au sein des États-nations européens. Et dans ce cas, donc, ça veut dire que le Parlement européen était censé devenir l'autorité budgétaire de l'Union européenne, comme les parlements le sont au niveau national. Or, il n'en est, selon moi, pas capable. Le Parlement européen n'a en aucun cas ce que le politiste américain Peter Linseth appelle la capacité des parlements à procéder au métabolisme constitutionnel, c'est-à-dire, je le cite, cette capacité à mobiliser d'une manière légitime et obligatoire des ressources fiscales et humaines au nom d'un système politique afin de donner l'élément vital à un système de gouvernement. Donc le Parlement européen, pour des raisons qui renvoient à sa construction socio-historique et que les travaux de Willy Beauvalet et de Sébastien Michon analysent depuis longtemps, en France, manque structurellement d'ancrage sociologique et politique, de sorte qu'il ne possède en aucun cas la capacité de légitimer l'extraction de ressources fiscales nécessaires pour délivrer aujourd'hui une série de biens communs à même de répondre aux fractures actuelles et de réaliser cette bonne société européenne. Or, bien entendu, cela ne peut pas se faire sous les radars et il doit donc trouver une voie et une légitimité proprement démocratique. Et donc, compte tenu de la faiblesse du Parlement européen et de sa représentativité limitée, la voie fédéraliste, mettant en avant le seul Parlement européen, n'a aucune chance d'aboutir et entretient depuis donc de longues décennies un statu quo mortifère. Du reste, on remarquera que personne ne songe à ce jour à répondre aux centaines de milliards d'investissements nécessaires par le biais d'impôts européens ou, plus généralement, par des ressources propres tirées de la légitimité du Parlement européen. Et par exemple, le rapport Draghi préconise un nouveau grand emprunt, une dette publique européenne, ce qui implique des négociations erratiques sans fin, relativement inefficaces, entre chefs d'État et de gouvernement, mais en aucun cas des impôts européens. Je fais donc le constat qu'il est urgent de se poser la question de la gouvernance budgétaire de l'Union, qui est, me semble-t-il, l'éléphant dans la pièce de la construction européenne. Et cette question budgétaire, donc, c'est pour moi le nœud gordien auquel les partis, notamment sociaux-démocrates européens, devraient s'attaquer, sauf à accepter le progressif décrochage économique de l'Union, voire sa lente disparition, puisque c'est de ça dont on parle avec Draghi, avec les prophéties de Draghi et les prophéties également des partis nationalistes ou nativistes. C'est pourquoi donc je plaide dans ce livre pour une alternative à la vision fédéraliste classique et à la place centrale que les fédéralistes cherchent à faire jouer au Parlement européen. Je fais cette proposition de la création d'une autre institution, puisque le Parlement européen n'est pas capable de légitimer l'augmentation des recettes publiques de l'Union. Il faut que les autorités budgétaires légitimes de l'Union prennent à bras-le-corps cette question. Or, ces autorités légitimes, dans les États occidentaux, ce sont les parlements européens. Et donc, les parlements nationaux européens, pardon, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, les parlements nationaux. Et donc, ce que je suggère consiste à créer une chambre de parlements nationaux à côté du Parlement européen, et qui aurait donc la compétence de lever l'impôt, des impôts sur les plus hauts patrimoines, des impôts, puisqu'on en parle en ce moment et que on va bien manifestement finir par y arriver, par exemple, ou sur les grandes entreprises. Et de manière plus générale, cette nouvelle assemblée de parlementaires nationaux, elle donnerait à l'Union la compétence d'intervenir au cœur des souverainetés nationales. Alors, la justification d'une telle assemblée des parlements nationaux, elle s'appuie notamment sur l'idée qui a été en partie développée ici, que l'européanisation des espaces politiques nationaux, elle se produit par la médiation des institutions de ces espaces, et qu'elle provoque donc des hybridations très diverses entre les cadrages nationaux et les cadrages européens, c'est ce dont on parlait. Mais donc les perceptions de l'Europe politique se construisent sur la base d'un cadrage qui demeure au moins pour partie ce qui donne naissance à ce que j'ai appelé des européanisations nationalisées. Les députés nationaux sont de fait, dans ce cadre, des institutions qui sont européanisées, et de ce fait sont les mieux placés, me semble-t-il, pour représenter au niveau européen des citoyens nationaux qui sont
tout à la fois européens et nationaux. Alors, pratiquement pour commencer à terminer mon propos, vous allez me dire peut-être qu'il y a beaucoup d'éléments politiques qui s'opposent à une telle solution. Et je dois avouer que vous n'aurez sans doute pas tort de le faire remarquer. Mais j'ai dit que ce travail, c'est un travail qu'on avait commencé avec Thomas Piketty, au passage je ne l'ai pas dit, il faut que je le cite à un moment, mais c'est un projet d'une utopie réelle qui tente à faire bifurquer les dynamiques d'intégration. Et puis, ce qu'on peut souligner et dire, c'est que, bien sûr, si dans un premier temps, des États ne sont pas disposés à participer, ça peut arriver, à ce type de projet, on pourrait tout à fait imaginer une avant-garde qui pourrait se former sur le modèle des cercles concentriques, par exemple, proposé par le rapport des 12 experts franco-allemands en 2003. Et d'une certaine manière, il faut noter que c'est ce que l'on voit de fait se développer avec des assemblées parlementaires, l'assemblée parlementaire franco-allemande qui continue de faire son travail, disons, ou le volet parlementaire du triangle de Weimar qui crée une assemblée parlementaire de coopération entre députés nationaux français, députés nationaux allemands et députés nationaux polonais. On peut donc penser à des mutualisations dans ce cadre de certains investissements publics, y compris en matière de défense, en matière d'environnement ou d'accompagnement sociaux de l'ensemble des bouleversements auxquels on assiste, et y compris donc, pourquoi pas, une assurance chômage européenne pérenne. Enfin, pour conclure, je voudrais dire une dernière chose, qui est que, là encore, contre l'idée qu'il s'agit d'une utopie complètement à côté de la situation actuelle, il faut dire que cette assemblée, elle a été plusieurs fois évoquée, sous cette forme ou sous d'autres, depuis en vérité le début de la construction européenne. Je citerai qu'un moment très fort autour de ce type d'assemblée, c'est le moment du grand élargissement de 1993 et de la Convention sur l'avenir de l'Europe de 2001. Et par exemple, lors de cette convention, donc, pratiquement tous les chefs d'État et de gouvernement se sont prononcés à un moment ou à un autre en faveur d'une assemblée qui serait composée de parlementaires nationaux. Et c'était tout particulièrement le cas, alors pour le coup il n'était plus chef de l'État, mais du président de cette convention, Valéry Giscard d'Estaing, qui a essayé de placer coûte que coûte, il n'a pas réussi, mais de placer coûte que coûte ce qu'il appelait un congrès des peuples européens, qui devait associer des parlementaires européens, des parlementaires nationaux, pardon, à la définition des grandes lignes stratégiques de l'Union européenne. Et vous savez peut-être que dans le plus grand discours fédéraliste de ces années, prononcé par Joschka Fischer à l'université de la Humboldt en 2000, il en fait presque la pièce maîtresse de ce discours pour essayer de terminer une Union européenne qui serait incomplète sans cette pièce institutionnelle. Je le cite, si je retrouve la citation, l'intégration européenne, juste très rapidement, l'intégration européenne est faisable à condition que ce Parlement européen dispose de 2 chambres, dont l'une serait composée de députés élus appartenant en même temps aux parlements nationaux. C'est là le moyen d'éviter tout antagonisme entre les parlements nationaux et le Parlement européen. Et je vous invite à relire ce discours qui est normalement connu et que je suis sûr que vous connaissez par cœur, en ayant à l'esprit cette institution, parce que en fait, elle est omniprésente dans la totalité du discours de Joschka Fischer. Donc je pense qu'on peut dire que ça n'est pas complètement une lubie de politiste que cette assemblée, mais qu'elle est bien au cœur de la construction européenne, qu'elle a été oubliée et que c'est un de nos travaux, nous, de refaire sortir ce type de bifurcation oubliée de l'histoire. Je vous remercie beaucoup. Merci. Alors, je ne
sais pas si Guillaume nous a fait rêver, mais en tout cas, effectivement, c'est fort. Moi, je trouve ça super intéressant justement de sortir des façons peut-être habituelles et routinisées qu'on a d'imaginer, de réfléchir au parlementarisme au niveau européen. Est-ce qu'il y a des questions donc cette fois ouverte à l'ensemble des intervenants. Merci. Merci à tous pour votre présence ce soir. J'avais une question qui couvre un peu toute la conférence. Est-ce que la situation actuelle de blocage de plus en plus récurrent au Parlement européen, de fragilisation de la coalition au pouvoir, n'est pas aussi, outre tous les facteurs que vous avez déjà évoqués, n'est pas aussi le fait d'une normalisation de la scène politique européenne, puisque en fait, quand on retrouve dans chaque, vous évoquez les parlements nationaux, mais il y a de plus en plus de difficultés en fait dans chaque parlement national à créer des coalitions, que ce soit en France, en Allemagne, en Europe de l'Ouest, même en Europe de l'Est aussi. Et donc est-ce qu'en fait, la situation actuelle au Parlement européen, c'est pas aussi ce fait-là d'une normalisation de l'espace politique européen qui ressemble de plus en plus à nos espaces politiques nationaux propres. Allez-y. Ça marche, oui. Alors, je ne mettrai pas tous les parlements européens nationaux, moi aussi je vais faire l'erreur. Tous les parlements nationaux dans le même sac. La France n'a jamais eu, en tout cas c'est la 5e de coalition, on n'y arrive pas. Il y a des coalitions, il y avait que quand il y a eu le Parti Socialiste, il n'était pas le seul, bien sûr. Là en ce moment, il y a plusieurs partis, en ce moment non. Il y a quelques jours, il y avait plusieurs partis du centre et de droite, mais donc c'est pas la même chose qu'en Allemagne où il y a des grandes coalitions. On n'a jamais eu ça en France. Donc c'est pas du tout la même habitude, la même culture. Alors on parle souvent France-Allemagne, il y en a bien d'autres, et les autres sont plus habitués encore à cette coalition. La coalition en Allemagne, elle est aussi fragile. On se regarde souvent le nombril, en ce moment c'est très difficile. C'était encore plus il y a quelques temps, il y a quelques mois. Donc c'est vrai que là, entre guillemets, ce qu'on dit, on aime bien dramatiser un peu tous les deux hommes malades de l'Europe en ce moment, c'est un peu la France et l'Allemagne. Bon, on n'est pas habitué. Et ceux qui s'en portent le mieux économiquement, c'est l'Italie, c'est l'Espagne, on renverse un peu la table. Bon, je ne sais pas jusqu'à quand ça va durer. Mais les parlements nationaux ont vraiment des cultures différentes. Donc il y a des parlements nationaux où on est capable de s'écouter, de se parler, de faire des compromis, notamment dans les pays nordiques. Alors, l'extrême droite monte aussi dans les pays nordiques. En Suède, les partis d'extrême droite ont une influence très forte sur le gouvernement. Mais ça, c'est une lame de fond. Mais je ne suis pas sûr que ce soit propre à la façon de fonctionner des différents parlements nationaux qui sont vraiment très différents. Le gouvernement allemand, que ce soit le chancelier, chancelière ou les ministres, quand ils vont à Bruxelles pour un conseil ou un conseil européen, normalement, ils ne s'engagent pas sans avoir l'aval du Bundestag. En France, le président fait ce qu'il veut. Voilà, point barre. Le ministre, normalement, comme qu'il ait l'aval du président avant de se prononcer, à quelques exceptions près. Ça, c'est la façon très française de faire les choses. Mais dans d'autres pays, ça marche différemment. Donc, vraiment, et là, l'Allemagne, c'est assez flagrant. C'est pour ça que parfois, on attend souvent la position allemande. Je ne sais pas si vous avez vu la série Parlement, série humoristique sur le Parlement européen. La dernière saison, on le voit très clairement. C'est caricaturé, mais pas tant que ça. Souvent, on ne sait pas la position allemande. Le ministre est là, mais s'il n'a pas été missionné par le Bundestag, il ne peut pas trop s'exprimer. Et donc, c'est vraiment des cultures parlementaires très, très différentes. Et c'est pour ça que l'Assemblée parlementaire franco-allemande est très intéressante, parce qu'on peut essayer de mieux se comprendre. Ça fait longtemps qu'on est deux pays fondateurs. Ça ne veut pas dire qu'on se comprend très bien tout le temps, loin de là. Donc, ce genre d'assemblée parlementaire franco-allemande qui se développe aussi. On fait aussi des accords bilatéraux avec l'Italie dans une autre mesure, etc. C'est aussi très important parce que plus on coopère au niveau bilatéral et plus ça va faciliter aussi au niveau européen. Est-ce que je peux me permettre de rebondir? Peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas sûre que la question portait tant que ça sur les alliances. Ah, ouais, allez-y. Ouais, je peux essayer de reformuler.
Ma question était plus par rapport, j'ai conscience des différentes cultures justement politiques en fait dans les différents parlements nationaux et les différentes cultures européennes, mais j'ai l'impression en fait que le moment qu'on vit, il y a une crise politique qui est commune en fait à tous ces parlements et que ça se reflète en fait aussi au Parlement européen. Et ma question était, est-ce que justement c'est la crise évoquée au Parlement européen, ce n'est pas en fait le reflet d'un processus de normalisation de la vie politique européenne? Le Parlement européen est censé être le reflet de nos sociétés, et logiquement, après chacun voit plus ou moins, mais s'il y a une montée d'extrême droite dans la plupart des pays européens, logiquement ça se retrouve au Parlement européen. S'il y a plus de difficultés dans les parlements nationaux, en effet, entre droite et gauche de se parler, en effet, ça se retrouve au Parlement européen. Là-dessus, voilà. C'est pas qu'en Europe. La crise politique, la crise de la démocratie, elle existe aussi aux États-Unis, dans une autre mesure. Mais c'est c'est de plus en plus élargi dans l'Occident, un terme très large. Mais parce que on a comme une remise en question par rapport à d'autres pays qui sont en train économiquement de nous dépasser et qui n'ont pas du tout ce système démocratique. Il y a des remises en question, des failles, et c'est une crise des partis politiques, avant même d'être une crise de la démocratie, je pense. Nous, on a des garde-fous, que ce soit en France, au Parlement européen, etc. Donc un Viktor Orban ne peut pas faire ce qu'il veut sur les droits humains, ou alors il a moins de fonds européens, par exemple. On verra jusqu'à quand. Mais pour l'instant, c'est le cas. Aux États-Unis, c'est plus compliqué en ce moment. Même s'ils ont leur propre garde-fou, qui certains tiennent encore un peu, mais c'est beaucoup plus compliqué. Moi, je peux rajouter une petite réflexion juste sur ça. D'abord, moi, j'aurais pas dit normalisation, parce que je sais pas trop ce que ça veut dire. Ça voudrait dire qu'avant, le Parlement européen aurait été décalé dans sa représentation par rapport aux parlements nationaux et qu'aujourd'hui, finalement, on a l'impression qu'il est plus calqué, plus directement calqué sur ce qu'on trouverait dans les parlements nationaux. Alors là, quand même, on peut renvoyer aux différentes situations nationales. Et c'est vrai que nous, ça nous parle tout particulièrement parce que ce qu'on explique, c'est qu'il y a une forme de tripartition et que cette tripartition, on est en train de la vivre et elle est en train de nous percuter comme jamais. Donc je pense que là, en France, je veux dire, et donc là, on a cette impression qu'effectivement, il y a une similitude qu'il n'avait jamais eu parce que justement, le Parlement européen fonctionnant sur la forme de grande coalition que nous ne connaissions jamais, donc on peut dire c'est une normalisation par rapport à notre situation parlementaire nationale. Et l'autre chose que je voudrais dire, mais peut-être d'abord par rapport... Parce que la deuxième chose, et qui vient compléter peut-être ça, c'est que malgré tout, la question des parlements, c'est aussi la question de la représentativité et d'un ensemble de règles qui passent par le scrutin, qui passent par énormément de choses et qui participent à la déformation de la représentation, ou d'une certaine forme de représentativité, mais qui est différente selon les règles, notamment de l'élection nationale. Et donc le Parlement européen, c'est la même chose en fait. Il participe d'une déformation également de ce qu'il est censé représenter, et sans doute, moi c'est ma thèse très fortement, beaucoup plus fortement que la plupart des parlements nationaux. Et par exemple, je me permets de dire ça, puisque c'est un des arguments forts aussi pour dire que le Parlement européen reste un Parlement extrêmement faible, c'est bien sûr, et ça reste la participation électorale par rapport aux parlements nationaux, parce qu'on a beau dire, et là on s'en est rendu compte en France avec ces élections qui sont maintenant qui ont été décalées avec la dissolution par rapport à l'élection présidentielle, il y a plus de 20 points d'écart entre les élections législatives nationales et les élections européennes. Et on a beau dire, parce que ça augmente un peu, ou ça baisse un peu, ou ça augmente un peu, ces élections européennes, elles sont quand même
très peu représentative en vérité. Et on sait en plus que cette participation, notamment pour les élections européennes, elle est socialement différenciée et que les classes populaires et les classes moyennes sont sans doute celles qui participent le moins à ces élections européennes. Donc une représentativité sociale également de l'Europe qui est très différente. Donc le fait qu'il y ait trois blocs comme ça, je ne crois pas que ça veuille dire beaucoup de choses, à part que oui, l'extrême droite progresse partout dans le monde, disons, ou dans le monde occidental, en tout cas, quoi, voilà. Juste 2 mots. En fait, on a un éclatement des forces politiques, et c'est ce qu'on voit en France, puisque certains responsables politiques avaient travaillé à une bipartition. Mais là, on a un véritable éclatement. Mais là où je ne te rejoins pas complètement, c'est que les précédentes législatives, on avait un taux d'abstention assez élevé en 2022. Là, il y a eu une surmobilisation en 2024. Mais le gap n'était pas si important que ça. Les 20 points existent toujours. Ouais. Non, mais en 2022, par contre, il y avait une sous-participation par rapport à la présidentielle. La présidentielle avait mobilisé. C'était toujours l'exemple qu'on donnait, c'était la France, c'était le seul pays, effectivement, où les législatives étaient inférieures la participation, mais à cause de la présidentielle, on s'en est rendu compte là, dès que pour la première fois où c'est décalé, on se rend compte que la participation est beaucoup plus élevée. Et tu peux aller regarder en Allemagne, en Italie, en Espagne, ils étaient à 20 à 30 points de plus pour la participation nationale dans les législatives, dans des régimes parlementaires classiques. Pardon. Excuse-moi. Je crois qu'il y avait une deuxième. Tu voulais rajouter quelque chose, pardon. Non, mais Je crois qu'il y avait une deuxième question à 3, et puis après on va s'arrêter. Voilà. Merci beaucoup pour ces échanges très enrichissants. Et puis merci Monsieur Zachrist, vous avez en cours à la Sorbonne, donc ça me fait très plaisir de vous voir. Je vois que vous êtes toujours aussi énergique. Donc moi j'avais brièvement 2 questions. La première par rapport à vos propos justement, c'est plus une question de compréhension par rapport à votre ouvrage. Donc de ce que j'ai compris de vos propos, pour éviter un espèce de décrochage européen, il s'agirait donc d'avoir une réelle fiscalité, un réel budget européen. Mais comme le Parlement européen actuellement faillit, on va dire, à sa tâche, vous proposez de faire ça plutôt en bilatéral ou avec des alliances type Weimar. Et moi je me demandais dans quelle mesure c'était pas justement un retour en arrière sur le projet européen, ou en tout cas un réel aveu du fait que le projet européen parfois rencontre des difficultés, et il y a un réel aveu de mise en lumière de ces difficultés-là. Première question, est-ce que j'enchaîne une question? Oui. Seconde question, beaucoup plus brève, c'est lorsqu'on voit du coup la nouvelle configuration du Parlement européen qui tend vers la droite et l'extrême droite, est-ce que du coup dans ce cas-là le Conseil a une nouvelle nature de garde-fou, un peu comme chambre haute, chambre basse? Est-ce que le fait que le Parlement européen tende vers la droite donne un nouveau rôle au Conseil? Merci. Pendant que vous réfléchissez, encore une question. Parce qu'il ne faut pas qu'on commence. Je t'ai coupé, Sébastien. Excuse-moi, je suis désolé. Tu veux le faire? Bonsoir. Alors, ma question s'adresse plutôt à Guillaume Zachrist. Le propos nous a tous un petit peu fait réfléchir à beaucoup de questions. Moi, je suis un peu sceptique par rapport à votre proposition de créer une deuxième chambre, pour des raisons à la fois juridiques ou juridico-institutionnelles et politiques aussi. Je comprends bien l'ambition que vous portez, c'est-à-dire une intégration renforcée, voire peut-être une forme de fédéralisme, même si vous ne le dites pas vraiment. Il y a quand même ça, s'il y a une politique macroéconomique, une politique budgétaire qui soit à la hauteur des ambitions du projet européen que les partis européens portent traditionnellement depuis les débuts de la construction européenne. Néanmoins, pour reprendre ce terme de fédéralisme, il y a 2 principes qui gouvernent le fédéralisme. Ça, c'est Georges Burdeau qui nous dit. Le principe d'autonomie, le principe de participation. Le principe de participation, il est déjà à l'œuvre. Je dis principe de participation, c'est la participation des États à la législation et aux politiques communautaires.
s'exprime notamment à travers l'existence d'une chambre législative qui s'appelle le Conseil des ministres, qui est notre deuxième chambre, ou la chambre des États, qui est une sorte de Bundesrat ou de Sénat à l'échelle de l'Union européenne. D'autre part, les parlements nationaux sont déjà associés au processus de construction européenne, et cette association des parlements nationaux s'est renforcée au cours des dernières années. Voilà, ça c'est pour les arguments, on va dire, institutionnels. Après, sur le plan politique, vouloir absolument associer des parlements nationaux qui sont déjà très largement influencés par des forces politiques qui sont très largement anti-européennes, je ne vois pas en quoi ça peut nous aider à faire progresser votre projet d'une politique budgétaire et monétaire renforcée. On voit bien aujourd'hui avec l'Union européenne, et le Parlement européen est aussi le reflet de ça, ce qui est à l'œuvre aujourd'hui, ce sont des forces largement anti-européennes. Merci beaucoup pour ces questions. Je laisse la parole à nos 3 spécialistes. Bon, merci beaucoup pour ces questions. Je sais pas par où les prendre. Elles sont bien sûr fondamentales et j'ai sans doute pas toutes les réponses. Peut-être une première chose, c'est de m'en sortir par une pirouette comme ça, mais c'est que il s'agit bien d'un projet qui se veut un contre-projet par rapport à désormais ce qu'on a vu, c'est-à-dire la montée en puissance de ces partis hostiles à la construction européenne. Et moi, le point de départ, sans doute, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer trop rapidement là, mais c'est de penser que les forces, disons, pro-européennes, elles me semblent extrêmement timorées aujourd'hui sur la construction européenne. Et je pense que aucune force, alors je m'attache aux sociodémocrates tout particulièrement, mais n'est capable c'est comme ça que je l'ai présenté là, mais de présenter un projet qui fasse rêver, qui dépasse ce que le projet initial et qui fasse rêver autour de la construction européenne. Ça, c'est un premier point, et donc je pense que essayer de penser ce type de projet très largement utopique si on le veut, mais en même temps précis dans sa réalisation, c'est une manière de dépasser les apories du moment. Ça, c'est la première chose. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur je sais qu'une vision voudrait que, et c'est la vision fédéraliste classique en vérité, que le Conseil de l'Union soit une seconde chambre au sein de l'Union. Moi, je ne le crois pas du tout. Je crois que c'est une facilité de langage de dire ça pour essayer de comparer le régime de l'Union européenne à un régime parlementaire classique et qu'il y aurait une chambre haute et une chambre basse. Mais je ne crois pas que ce soit du tout historiquement ce qu'était le Conseil, qui représente d'abord les États, et d'abord les États au niveau des exécutifs. Et cette manière, donc des exécutifs, cette manière de construire une chambre avec des exécutifs, c'est une chose dont on peut discuter longuement. Alors on peut dire, oui, c'est ce qui se passe en Allemagne, mais en Allemagne, c'est pas du tout la même histoire de ce que sont les nations. Les nations européennes sont beaucoup plus constitués historiquement que ce que étaient les Länder allemands. Et donc la représentation, elle se fait d'abord par des parlements historiquement et des parlements très puissants dans le cadre européen. Donc je pense que ça c'est vraiment une assez grosse erreur qui aboutit en fait à de l'intergouvernementalisme très largement, puisque c'est bien le Conseil qui reste le verrou, qui a toujours été le verrou, et qui reste le verrou, qui soit décliné en Conseil européen ou au Conseil sur des questions qui font le cœur des souverainetés, qui reste le verrou de la construction européenne. Et donc moi, ce que j'essaye de proposer, c'est justement de défaire ce verrou avec cette Assemblée. C'est ça le but du jeu. On voit bien que sinon on achoppe
sur la puissance des États, parce que représentés par des exécutifs univoques. Et que d'une certaine manière, ce qu'on essaie de construire avec cette assemblée transnationale, c'est de reproduire la diversité, une diversité nationale qui se reconstruirait au niveau transnational et qui peut donc aboutir à défaire le verrou très fermé de l'intergouvernementalisme du Conseil. Donc, comment on peut dire, en déshomogénéisant en quelque sorte les positions nationales pour construire justement du transnational. Et dans le cadre de ce transnational, les majorités qui se construiraient seraient beaucoup plus aléatoires qu'elles ne se construisent dans le cadre du Conseil. Voilà, je vais pas, parce que je peux parler très très longuement de ça, mais c'est essentiel ces questions-là, bien sûr. On n'a plus beaucoup de temps. Ouais, mais juste renforcer le lien, ou la présence des parlements nationaux, c'est renforcer quelque part le poids des États, parce que les parlements nationaux sont de la même couleur que les gouvernements, donc. Alors, si tu construis du transnational, si je vais plus loin, moi, mon idée, c'est pourquoi pas renforcer tout simplement le Parlement européen, tu vois. Alors, l'idée du budget, voilà, c'est essentiel, je te rejoins, mais à ce moment-là, pourquoi créer finalement une étape supplémentaire parce que je pense que le Parlement européen, c'est ce que j'essaye d'expliquer, le Parlement européen, je pense qu'il... T'y crois pas, quoi. Non, mais c'est pas que j'y crois pas, c'est que de fait, cette institution, et c'est ce que je montre un peu longuement dans le livre, il faut quand même être sérieux, cette institution a un pouvoir extrêmement marginal. On reste sur le budget juste, puisque c'est une question qui est absolument centrale en vérité. Personne ne la pose, maintenant on commence à la poser depuis pas si longtemps que ça, parce qu'on l'avait vraiment enfouie, en se disant bon, on peut faire... Mais quand même, on est à 1% de ce PIB depuis le début de la construction européenne. Ça n'a pas changé du tout, quoi. Et on sait que pour construire un État fédéral, les fédéralistes, si tu regardes Spinelli, par exemple, bien sûr, c'est un objectif principal d'avoir des ressources autonomes. Mais il n'y arrivera pas. Il n'y arrivera pas. Il n'a pas la légitimité, quelque légitimité que ce soit, il ne l'aura pas. Il ne l'a pas, il ne l'aura pas. Les ressources propres qu'il arrive à sortir sont ridicules. Les États s'y opposent systématiquement. Dans la configuration actuelle, ça n'est pas possible de lever ça. Et je ne vois pas pourquoi on lèverait ça maintenant, ces obstacles, alors que ces obstacles n'ont jamais été levés jusque-là. Ce qu'on voit, et je suis désolé de le dire aussi un peu brutalement, moi, parce que je suis un peu brutal, comme vous le voyez, mais c'est que quand même, il y a un changement énorme dans cette construction européenne. Ce Parlement qu'on voit là, que vous nous avez expliqué là, c'est un truc dingue ce qui est en train de se passer. Et je pense qu'on ne s'en rend pas complètement compte. Mais il y a une majorité claire, alternative, on l'a bien dit ce soir, et qui est une majorité de droite et d'extrême droite, au Parlement européen. Anti-européenne. Anti-européenne, au Parlement européen. Alors, non mais il y a un moment où... La question de l'étude. Pourquoi les parlements nationaux donneraient des majorités différentes? Alors, et pourquoi? En fait, il y a un cocktail à partir de 20h. Et je pense que, et je suis absolument ravie que le débat soit vif. Et je trouve ça tout à fait pertinent et tout à fait, adapté à la politique européenne contemporaine. Donc, je trouve ça tout à fait bien. Par contre, voilà, on pourra continuer à discuter politiquement, si j'ose dire, autour d'un verre à 20h. Mais je crois qu'il y avait une question... Juste une question sur le Conseil qui pourrait être le contre-pied. Ouais. Sauf que le Conseil, il est représentatif de ce qui se passe dans les pays. Donc il y a par exemple, il y a le Conseil européen, donc Giorgia Meloni, Viktor Orban. Pas sûr qu'ils fassent le contrepoids et qu'ils apportent une certaine forme de cogitation. Mais je trouvais que c'est une bonne question. Mais en fait, de plus en plus de défendez votre question, sont de droite et d'extrême droite, en fait. Y compris la Suède, par exemple, même si l'extrême droite n'est pas au gouvernement, le gouvernement suédois est très influencé par l'extrême droite suédoise parce qu'elle a une place dans leur Assemblée nationale. Donc en réalité, quand ils sont à Bruxelles, ils font aussi attention aux répercussions que ça pourrait avoir dans les critiques d'opposition très fortes d'extrême droite lorsqu'elle n'est pas au gouvernement, parce qu'elle est de plus en plus au gouvernement, dans des coalitions dans plusieurs pays européens.
Donc oui, il y a certes certains pays de gauche comme l'Espagne qui sont assez moteurs. Est-ce que ça sera suffisant ? Je ne suis pas sûr. Après, quand c'est voté à l'unanimité, au moins ils peuvent s'opposer.